Merci beaucoup de cette invitation et puis de cette présentation. Euh, et dans quelques instants, je pense que le fichier aura fini de charger, donc on va pouvoir voir les diapositives. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit bien les diapositives, si elles s'affichent bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le signaler. Donc, je vais proposer effectivement une introduction à la philologie computationnelle que j'ai sous-titrée Sciences des données et sciences des textes. Donc, je justifierai ça dans quelques instants. Et avec une démarche un peu linéaire qui doit nous emmener dans un large panorama qui va de l'acquisition du texte. Euh, alors, justement, ce matin, il a déjà été question de reconnaissance des écritures manuscrites, et on en reparlera un petit peu. Et puis, on ira jusqu'à la question d'analyse des données. Alors, si je peux défiler les diapositives avec le système. Alors, avant de commencer vraiment cette présentation, je voudrais la mettre de manière un peu traditionnelle, cette introduction à la philologie computationnelle sous l'égide d'un grand ancêtre qui est Don Roberto Busa, euh, et qui a lancé ce qui est peut-être le premier projet de philologie computationnelle, si on peut dire, à la toute fin des années 40 et plus nettement au cours des années 50-60, avec ce projet d'index Thomisticus, donc d'indexation d'un index, de la création d'un index lemmatisé exhaustif de l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, projet pour lequel il a obtenu le soutien d'IBM et d'une armée de programmeuses, d'opératrices qu'il a dû former et qui ont concrètement encodé les textes sur carte perforée avec ses premières machines IBM. Et on voit des images ici à gauche de Livia Canestrano, donc une de ces opératrices en train de travailler sur l'index Thomisticus à l'émerveillement général, si j'ose dire, et à droite, une vue de cet atelier de Gallara où étaient formées les opératrices. Autre prédécesseur que je peux citer en début de cette présentation, Don Froger, qui écrit en plein cœur de ce premier boom des méthodes computationnelles en philologie, donc dans les années 60, à la fin des années 60 plus exactement, il écrit cet ouvrage sur la critique des textes et son automatisation, où il évoque le fait qu'il est maintenant courant d'automatiser les recherches philologiques et littéraires et d'utiliser la machine électronique ou mécanographique pour des études lexicographiques ou stylistiques. Et il évoque le fait que ces procédés ont déjà été employés pour la critique conjecturale, les manuscrits de la mer morte et d'autres projets encore. Donc ça montre que cette idée de philologie numérique, elle date pas exactement d'hier, il y a eu des antécédents. Et dans les vues des années 60, il était déjà finalement envisageable d'utiliser les machines au secours de la philologie. Alors je vais faire une petite chronologie simplement pour évoquer quelques dates qui sont choisies de manière un peu subjective par moi, mais qui m'ont semblé importantes. Euh, alors, peut-être commencer par évoquer quelques grands ancêtres, donc avant même les ordinateurs, simplement pour montrer là encore qu'il y a des antécédents à ce type d'approche, euh, avec deux premières dates qui ont trait au 19e siècle et à la stylométrie. La stylométrie, c'est-à-dire la mesure du style, et notamment la question d'attribution d'œuvres anonymes ou à l'autorité disputée, qui se passe en général par des comptages d'occurrences. Et bien cette idée-là, elle prédate l'ordinateur, et on a dans les années 1800, à partir du milieu du 19e siècle en réalité, de premières initiatives, euh, qui sur Shakespeare, qui sur les discours de Platon, pour revisiter l'attribution des textes à partir de comptages d'occurrences. Je vous renvoie à un article paru en 1889 d'un monsieur Tannery qui s'appelle La stylométrie, ses origines et son présent, et qui fait déjà un bilan historiographique une dizaine d'années d'études stylométriques. Euh, Première tentative d'automatisation aussi que je retiens parce que, alors c'est pas encore l'ordinateur, mais on cherche déjà à automatiser, c'est celle de Mendenhall et de sa machine à compter les occurrences. Donc Mendenhall lui aussi fait de l'analyse stylométrique et il a besoin de savoir combien de mots de une lettre, deux lettres, trois lettres contiennent les textes. Et c'est long à compter à la main. Et donc il conçoit une machine à compter les occurrences. Alors j'ai mis machine entre guillemets parce qu'en réalité c'est plutôt deux opératrices qui font des comptages, une qui lit le texte et qui annonce les fréquences à haute voix, et puis une autre qui, grosso modo, note
la fréquence des mots avec une forme de machine à écrire, si on peut dire. Euh, et puis troisième date, simplement, le début des tentatives de mathématisation de la critique textuelle avec les travaux de Don Quentin, par exemple, son mémoire sur l'établissement du texte de la Vulgate. Donc c'est là aussi pas d'ordinateur, mais déjà une idée de recourir à des méthodes mathématiques pour étudier les traditions textuelles et euh, reconstituer l'enchaînement entre manuscrits. Alors je vais pas rester trop longtemps sur la partie historique, mais comme en plus on a commencé un petit peu en avance, je vais me permettre d'en dire encore quelques mots. Euh, Simplement, donc à cette période que j'ai déjà évoquée de 30 glorieuses de la machine mécanographique, qui est aussi une période de grande effervescence à l'aide des premiers ordinateurs sur les textes anciens. Donc il y a ce projet de Roberto Busa dont je vous ai déjà parlé donc, dans les années 40, 50, puis qui se poursuit jusque dans les années 80. Il y a des premières créations dans les années 60 de laboratoires autour de ces questions. Il y a le laboratoire d'analyse statistique des langues anciennes, le LASLA, qui est fondé à l'Université de Liège en 62 et qui se préoccupe notamment de traitement du latin classique, entre autres choses. Il y a les premières revues qui apparaissent, comme la revue Computers and the Humanities, qui est fondée en 1966. La France n'est pas en reste, il y a une école française qui se constitue à cette époque-là, autour notamment de la statistique lexicale, avec Charles Muller et Pierre Ims à Strasbourg. Donc 67, c'est l'année de la thèse de Charles Muller d'études de statistique lexicale sur le vocabulaire du théâtre de Pierre Corneille. Il y a les travaux de Don Froger dont je vous ai déjà parlé, et puis il y a la naissance des premières sociétés savantes qui se poursuivent sous d'autres noms jusqu'à aujourd'hui, comme l'Association for Literary and Linguistic Computing, qui est fondée en 1973 au King's College. Euh, alors il y a une forme, je pense, une période un petit peu d'hiver du numérique en philologie qui fait suite à cette grand foisonnement de l'après-guerre, mais qui connaît une forme de ralentissement, je pense, dans les années 80-90, au moins sur les aspects, on va dire, plus statistiques, quantitatifs. Mais malgré tout, c'est une période aussi de réflexion autour de la représentation, de l'édition électronique, de la représentation et de l'encodage des textes. Alors à cette période-là, on utilise pour parler de ce qu'on appelle maintenant les humanités numériques, on parle d'humanities computing, qui est le terme consacré à l'époque. Et puis il y a euh, un courant philologique qu'on a appelé la New Philology, qui se développe dans les années 80 et 90 à la suite de- d'un article fondateur de Cerchilini qui s'appelle L'éloge de la variante. Et Cerchilini qui appelle notamment à aller chercher des nouvelles manières de représenter les textes qui puissent rendre compte de leur nature intrinsèque de textes variants. Donc, plutôt que de transposer la variation des textes médiévaux dans la fixité du texte unique imprimé, il propose plutôt de démultiplier les vues sur les textes et de le faire à l'aide d'ordinateurs. Euh, et on commence à avoir des moyens techniques à cette époque-là suffisants pour faire ça, avec notamment en 96 la naissance de la Text Encoding Initiative. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de la TEI, qui est ce consortium qui propose une ontologie, un modèle pour produire des éditions électroniques savantes de textes. Donc ça naît à cette période-là. Et puis le web aussi arrive, qui va complètement tout changer. Et dernière période qui m'amène au cœur de mon développement, celle qui va de la naissance de la notion de digital humanities à l'arrivée du concept de data deluge et de sciences des données et ainsi de suite. Euh, alors, comme je le disais, donc les années 90, c'est la naissance du web. Les années 2000 sont encore dans cette lignée de primat de l'édition numérique et de la mise en ligne de texte. Donc, on découvre, les choses se mettent en place. J'ai mis parmi d'autres cette année 2001 comme euh, une, simplement parce que ça illustre un petit peu cette tendance-là avec le début des éditions en ligne sur le site de l'École des Chartes. Donc, on commence à produire des éditions numériques aux Chartes. Donc, c'est dans les années 2000. Euh, c'est cohérent avec le boom ces approches à ce moment-là. En 2004, le terme de Digital Humanities, donc
qu'on traduit en français par Humanité numérique, apparaît avec la publication de cet ouvrage, Companion to Digital Humanities, qui forge ce terme euh, qui va ensuite s'imposer. Et progressivement, donc la fin des années 2000, c'est aussi le moment où se formalise ce concept de déluge de données, cette idée que maintenant, grâce à Internet et grâce à tout ce qui est produit et mis en ligne, on se retrouve face à des quantités jamais égales, enfin qui n'avaient jamais existé jusque-là de données scientifiques disponibles pour l'analyse. Donc c'est vrai pour l'astronomie ou la biologie, et ça commence à l'être aussi progressivement pour les sciences humaines, pour les sciences historiques ou philologiques. Et alors en 2007, Jim Gray propose, à partir de ce constat d'un déluge de données disponibles, le concept de data science, donc un concept qui normalement initialement s'applique plutôt à ce qu'on appellerait les sciences dures, les sciences du vivant, sciences de l'univers, etc., mais qui a son application aussi en sciences humaines. Donc c'est cette idée que grâce à ces vastes quantités de données, on va pouvoir, à l'aide aussi de l'intelligence artificielle et de méthodes quantitatives, faire émerger des connaissances scientifiques directement de la prise en compte de vastes quantités de données. Pour ce qui est de la transposition dans des domaines qui nous préoccupent, j'ai retenu un exemple de projet dont le gigantisme reflète bien cette idée de déluge de données et de data science, qui est le projet de Venice Time Machine, donc lancé en 2012, et dont un des objectifs était la numérisation et l'analyse des archives de la ville de Venise, qui sont des archives très, très complètes, notamment pour les périodes plus anciennes, avec une très très grande quantité de données qui n'a pas forcément été entièrement prise en compte ou étudiée ou bien décrite jusque-là, et que ce projet se proposait d'aborder via des méthodes, notamment des méthodes de vision par ordinateur, des méthodes d'intelligence artificielle, etc. Donc ça reflète un petit peu ce nouvelle direction des méthodes computationnelles, notamment en philologie. Simplement pour redire un mot sur Jim Gray, ce concept de data science, de science des données, c'est dans la théorie de Gray, le quatrième paradigme de la recherche scientifique. Donc selon lui, il y a eu jusqu'à aujourd'hui 4 paradigmes différents. La science expérimentale, qui est là depuis l'Antiquité gréco-romaine, la science, le paradigme théorique, donc celui qui s'appuie sur un cadre théorique qui va permettre de générer des hypothèses qu'on va pouvoir ensuite tester. Donc ça, c'est plutôt Newton et ce qu'il a suivi. Un paradigme computationnel qui a recours aux ordinateurs pour réaliser des simulations. Et enfin, un paradigme tourné vers les données qui, comme je l'ai dit juste avant, repose sur ces vastes entrepôts de données qu'on va mettre à profit, qu'on va fouiller pour, grâce à des compétences en machine learning, etc., pour faire émerger de nouvelles connaissances. Et alors, je reprends un peu ce diagramme de veine humoristique que vous avez à gauche, parce qu'il montre un peu la position de la data science comme à l'intersection entre le machine learning, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle, hacking skills, les compétences en programmation, et la substantive expertise, c'est-à-dire l'expertise comment dire, oui, substantive non, mais substantielle, voilà, pardon, en français, sur un sujet donné. Parce que la data science, la science des données, c'est aussi de la science, donc ça demande d'avoir aussi une connaissance du sujet qu'on étudie, et c'est pas uniquement des compétences techniques ou des compétences mathématiques dont on parle, mais aussi une expertise sur je sais pas, les textes arabes du XIIe siècle, les textes occitans du XIIIe, et ainsi de suite. Et tout ça en essayant de rester à part de cette dernière boucle qui est le evil, qui est le côté maléfique. Pour définir donc maintenant la notion de digital philology, je voudrais renvoyer à Tara Andrews un article qu'elle a écrit en 2012 et qui propose cette distinction entre la philologie traditionnelle et la philologie numérique. Donc pour elle, ce qui compte, ce n'est pas le médium par lequel on publie, ce qui compte, ce n'est pas de mettre en ligne ou publier sous forme de livre, c'est pas ça qui fait la véritable différence, mais c'est la répartition du travail entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et donc les philologies traditionnelles, qu'elles soient l'armanienne
ou la New Philology et ainsi de suite, enfin peu importe, elles ont du mal à confier des tâches à l'ordinateur, alors que la philologie numérique, c'est dans cette méthode de production qu'elle va avoir recours à la répartition la plus optimale du travail entre l'homme et la machine. Et donc, on va pouvoir lui déléguer des tâches à l'ordinateur. Donc, c'est dans cette méthode de ce changement, cette rénovation des méthodes de production du texte que se situe la révolution de la philologie numérique selon Tara Andrews. Alors, donc la philologie tournée vers les données, donc je me rends compte que dans mon enthousiasme, j'ai mis un E en trop dans le titre, mais peu importe. Euh, Donc c'est une philologie qui va se placer à l'intersection des sciences du texte, donc de la philologie tout simplement. Donc qu'il s'agisse des pratiques d'édition des textes, d'ecdotique, qu'il s'agisse de critique textuelle, qu'il s'agisse d'histoire des textes, ou de philologie matérielle, d'histoire du livre, histoire de la transmission et ainsi de suite, et des méthodes computationnelles. Donc d'une part, les statistiques, les méthodes quantitatives, la modélisation, l'apprentissage machine et ainsi de suite. Et cette approche, on peut l'appliquer à tous les champs d'application de la philologie. Donc à la fois à la production de données, dans ce contexte particulier, on peut qualifier d'édition, d'ecdotique, donc l'acquisition du texte, la structuration, l'enrichissement, l'indexation, la collation et ainsi de suite, et l'analyse de données pour produire de nouvelles analyses et de nouveaux savoirs. Donc l'analyse du style, pour les questions d'attribution. J'ai déjà mentionné ce terme de stylométrie. L'analyse des dialectes, des variations dialectales ou des variations de la langue écrite, ce qu'on appelle la dialectométrie ou la scriptométrie pour ce qui est la langue écrite. L'analyse des traditions textuelles avec la stématologie. Et puis des études plus théoriques sur la transmission des textes, d'ailleurs, il y a aussi un S de trop sur cette diapositive, décidément. Donc la modélisation de la transmission, la question des pertes de manuscrits et ainsi de suite. Et donc, je vais essayer d'illustrer ça en suivant un peu le déroulé de cette chaîne de traitement qui est celle qu'on utilise pour différents projets à l'école des Chartes, chaîne de traitement qui part de l'image numérique, qui ensuite va connaître différentes étapes pour arriver jusqu'à à la fin un texte édité, on va dire. Et donc au début, on part d'une étape de reconnaissance des écritures ou de reconnaissance des caractères, donc de ce qu'on appelle OCR ou HTR, je vais en reparler juste ensuite, pour obtenir un texte brut qui va ensuite être structuré pour arriver à un texte qui reflète les grandes subdivisions, on va dire, matérielle et intellectuelle de la source. Ensuite, une série de normalisations. Notamment, on va voir la lématisation, la normalisation de la segmentation et ainsi de suite, qui permet d'arriver à un texte enrichi. Texte enrichi qui peut déjà servir à de l'analyse statistique, par exemple. Donc, si on veut étudier la langue des différents témoins de telle chanson, de telle œuvre, de tel roman et ainsi de suite. On peut, dès cette étape-là, interroger ces textes. Ensuite, une étape d'alignement plus macrostructurel et la collation. Donc, on en parlera un peu si on a le temps tout à l'heure. Donc, c'est facile les questions d'alignement de différentes versions d'un même texte pour produire une édition critique qui tienne compte des variantes qu'on observe dans une tradition manuscrite. Alors, je ne sais pas comment ça. Pour les questions, il est peut-être plutôt prévu, c'est qu'on prenne du temps à la fin, c'est ça? Pas de questions au fur et à Oui, c'est mesure? ça. À la fin, en fait, a D'accord. priori, on garde les questions quand vous aurez fini votre intervention. Ok, d'accord. Très bien. Ben, dans ce cas-là, je vais directement passer à ma première partie. Donc, je vous propose trois points pour cette présentation de ce matin. Un premier point sur les questions d'acquisition du texte, donc notamment la reconnaissance des écritures manuscrites, et puis les questions, pour ne pas les négliger, mais on y passera plus rapidement, malgré tout, d'analyse de données paléographiques. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, essayer de distinguer des différents scribes, différentes mains au sein d'un manuscrit, ou comparer des manuscrits entre eux sur ce plan-là.
Un deuxième point sur l'enrichissement des données, notamment autour de la question des enrichissements linguistiques et des normalisations et de la lématisation. Et puis un troisième point sur la collation et analyse stématologique. Alors, quand j'ai choisi ce terme d'acquisition du texte pour rester le plus générique possible, parce que dans la phase de constitution d'un corpus de texte, on passe d'abord toujours par la récupération, l'acquisition par une manière ou une autre du contenu des textes que l'on veut étudier. Et ça peut se concevoir selon différentes modalités. D'un côté, il y a la modalité que, a priori, vous connaissez tous et toutes, qui est la transcription des témoins du texte qu'on étudie, donc transcription des manuscrits, mettons, selon les critères scientifiques qu'on s'est fixés, à la main, si j'ose dire, c'est-à-dire, quand on dit à la main, on veut dire par un être humain de manière traditionnelle. Et donc, voilà, c'est la méthode, on prend sa belle plume ou on ouvre éventuellement un fichier Word, on regarde le manuscrit et on commence à le transcrire. C'est la méthode qui est souvent la plus sûre, pour peu qu'on soit bon paléographe, mais qui est aussi la plus lente pour créer un corpus, et puis qui est aussi un goulot d'étranglement, un facteur limitant des corpus qu'on va pouvoir constituer. À l'exact opposé, il y a la récupération depuis des entrepôts des corpus en ligne de textes déjà existants. Et entre les deux, il y a cette option de la transcription assistée par ordinateur, où on va utiliser des algorithmes pour reconnaître automatiquement le contenu de manuscrits ou d'imprimés anciens. Alors simplement pour un petit excursus avant d'en venir à la reconnaissance d'écriture manuscrite, pour évoquer le moissonnage de données déjà existantes, avec cet arbre de décision que j'ai réalisé pour mes étudiants. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer du texte quand il existe déjà et qui est disponible quelque part sur une interface en ligne. Et simplement pour dire que c'est plus simple de le faire quand une fonctionnalité a été prévue pour permettre la récupération dans un format structuré des données et des textes. Et l'idéal, c'est d'avoir au choix soit un export simple qui est fourni, soit un entrepôt qui fournit les sources, par exemple, sur un site comme Zenodo ou GitHub qui va permettre le téléchargement des sources, soit de fournir ce qu'on appelle une API qui va permettre d'interroger les éditions. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée d'une API? C'est l'idée qu'on peut fournir, quand on fait une édition électronique, à la fois une vue pour l'humain et une vue pour la machine, et que cette vue pour la machine, elle va permettre, grâce à des requêtes qui vont par exemple passer par des adresses URL, elles vont permettre de pouvoir extraire, récupérer à l'intérieur d'entrepôts tel texte, tel ensemble de textes, dans tel ou tel format, tel ou tel extrait, avec telle ou telle information, etc. Et là, je vous ai mis deux exemples sur un corpus qui est un corpus que je conçois, qui est un corpus de chansons de geste, donc en ancien français. Et alors, vous pouvez à la fois, avec le premier lien, accéder à une vue pour l'être humain. Donc, on va voir les textes présentés avec une mise en page, avec des boutons pour éventuellement configurer la vue, etc. Et puis, une vue pour la machine qui va renvoyer des fichiers cette fois-ci. Et donc là, il y a une requête qui demande de renvoyer le texte qui a l'identifiant Frolit, Jess, Jonas 1195, et et on demande les vers 1 à 10. Et donc vous avez en dessous le format par défaut qui est un format XML TEI qui est renvoyé pour l'extrait qui a été demandé par la requête. Donc ça peut être une manière d'interroger des services de texte pour pouvoir moissonner des éditions déjà existantes. Mais alors venons-en au cas où on veut produire soi-même la transcription des manuscrits parce qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'a pas été faite de manière satisfaisante ou pertinente jusque-là. Alors de quoi s'agit-il? Alors concrètement, il s'agit de faire transcrire par un robot, si j'ose dire, le contenu des manuscrits qui nous intéressent. Donc concrètement, on va lui demander, à partir d'une image, donc par exemple d'une photographie d'un manuscrit, on va demander à une intelligence artificielle de prédire un contenu texte, c'est-à-dire cette image, il y a écrit dessus tel texte. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va tous être remplacés par des terminators paléographes
d'ici quelques années. Pas forcément, c'est-à-dire que il s'agit plus d'une démarche interactive entre humains et machines. Donc, il s'agit de modèles qui vont être entraînés, produits par un être humain au cours d'un processus qui va alterner des interventions humaines et des phases de calcul. Donc, des phases de transcription par un être humain, des phases d'entraînement, de calcul d'un modèle, puis des phases de correction des résultats du modèle par l'humain, des phases de réentraînement et ainsi de suite. Donc, c'est une collaboration active entre humains et machines. Et on peut distinguer, alors simplement pour justifier ce terme d'HTR, on distingue traditionnellement OCR et HTR, c'est-à-dire Optical Character Recognition, reconnaissance optique des caractères, donc reconnaissance de l'imprimé, qui est considéré comme un problème résolu de l'informatique depuis longtemps maintenant, et pour lequel on peut obtenir des taux d'erreur assez bas de manière assez simple. On peut avoir facilement moins de 2, moins de 1% de caractères faux dans une prédiction, avec des outils libres comme Tesseract qui fournissent des modèles génériques par langue. Donc on peut aller prendre le modèle français, l'appliquer à un imprimé du 19e siècle et normalement on a quelque chose d'à peu près utilisable directement. Alors c'est pas toujours le cas. Et puis évidemment ce que je dis s'applique surtout pour les imprimés en écriture latine. Les chiffres que je donne sont dans ce contexte-là. Je ne saurais pas exactement préciser ce qu'il en est pour d'autres systèmes. Alors pour ce qui est des écritures manuscrites, donc là on parle d'Handwritten Text Recognition, alias HTR. On est sur quelque chose qui était très peu fonctionnel jusqu'à ces toutes dernières années. Alors, ça fait peut-être maintenant, hein, ça commence à faire peut-être au moins 5 ans ou un peu plus que c'est fonctionnel. Mais ça s'améliore encore de manière permanente, notamment grâce au développement et au boom de l'intelligence artificielle, et notamment ce qui est des réseaux de neurones de type récurrent, certaines architectures de réseaux de neurones qui se prêtent bien à ces tâches. Là aussi, on a des outils qui sont libres, qui permettent d'entraîner des modèles relativement facilement. En revanche, on est encore dans une démarche où on n'a pas un modèle qui serait écriture gothique médiévale, qu'on prendrait et qu'on appliquerait à n'importe quel manuscrit et qui fonctionnerait bien. Comme les écritures manuscrites sont très variantes, eh bien, on a besoin d'entraîner un modèle, alors si ce n'est pour chaque scribe, au moins pour chaque période, catégorie d'écriture, langue, dialecte et ainsi de suite. On essaye d'aller vers plus de généralité. Malgré tout, il y a des enjeux en termes de disponibilité des données qui sont réels. Alors, par quelles étapes on passe dans ce contexte-là? Une étape de traitement des images. Tout d'abord, on va chercher à faire en sorte que le fond, le fond, la décoration, etc., soit distingué du contenu texte. Donc, en général, on va binariser, c'est-à-dire réduire en noir et blanc pour que tout ce qui est noir soit du texte et tout ce qui est blanc soit ignoré et ne soit pas du texte, simplement qu'il y a cette distinction-là. Une étape d'analyse de la mise en page, on va essayer de reconnaître où sont les colonnes, les lignes et ainsi de suite. Une étape de prédiction vraiment du contenu texte, et puis éventuellement ensuite des post-traitements pour améliorer les résultats. Alors pour faire ça, vous avez des outils ergonomiques tout en un qui vous permettent de faire un peu tout vous-même directement. Vous avez un outil dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle Transcribus, qui a été développé dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le projet READ, qui est un projet qui se termine cette année. Et donc c'est un outil que vous téléchargez qui vous permet à partir de charger des images, de commencer à transcrire, puis d'entraîner des modèles et ainsi de suite. C'est un outil qui est devenu payant, enfin, qui est sur un modèle, on va dire un peu freemium, vous avez droit à des crédits jusqu'à un certain point, et puis ensuite, si vous dépassez ce point-là, il faut payer. Pourquoi? Parce que toutes les opérations vraiment computationnelles, vraiment tout le calcul, se passe sur les serveurs du projet Transcribus, enfin, du projet READ, et donc eux payent la maintenance des serveurs, etc. Donc c'est un service qui est en partie payant, mais qui évite éventuellement de mettre les mains dans le code et de se poser trop de questions. Donc on a une interface où on clique à gauche, à droite pour transcrire et produire des modèles. On a des logiciels qui sont des logiciels libres avec des interfaces aussi, notamment le projet eScriptorium, qui est développé dans le cadre du projet Scripta, qui est un projet de Paris Sciences Lettres, qui utilise derrière un outil qui s'appelle Kraken, dont je parlerai juste ensuite, qui fournit des algorithmes d'analyse de mise en page et de reconnaissance du texte, mais qui, comme tout logiciel libre, a besoin d'être déployé sur un serveur par une institution. Donc, ce n'est pas un outil clé en main, entre guillemets, pour une institution. Il faut qu'elle
trouve un espace serveur et qu'elle monte dessus un e-scriptorium. Mais par contre, ensuite, pour les utilisateurs, c'est assez transparent parce que tout passe par le navigateur et donc on se connecte et on fait les différentes opérations qu'on a besoin de faire. Donc ici, par exemple, je vous montre une vue de e-scriptorium qui est la vue transcription d'un manuscrit. Donc à gauche, j'ai mon feuillet de manuscrit. Donc vous voyez, il y a à la fois du texte, des initiales, alors on ne voit pas très bien ici, mais des portées avec des notations musicales. Donc c'est un manuscrit de chansons de Trouvère que j'ai pris comme exemple. Euh, donc une initiale est aussi décorée, des rubriques en rouge, etc. Au centre, vous voyez le même feuillet sur lequel a été appliqué un algorithme de reconnaissance de la mise en page. Donc on voit les lignes qui ont été à peu près correctement reconnues ici. Euh, la musique n'a pas été considérée comme des lignes, ce qui est bien. Et à droite, vous avez le résultat d'une prédiction automatique avec un modèle pas forcément extrêmement bon, mais qui donne quand même des résultats à peu près corrects sur ce manuscrit. Et ensuite, on peut, à partir de là, corriger en cliquant les transcriptions. Donc là, me pouvez Tsoxir. Euh, donc là, ici, c'est bon, mais si on aurait pu sinon corriger et valider la ligne, puis corriger l'ensemble des lignes pour pouvoir ensuite, toujours dans cette interface, lancer le réentraînement d'un nouveau modèle qui permette d'améliorer les résultats qu'on obtenait sur ce manuscrit. Alors concrètement, la partie analyse de la mise en page et reconnaissance du texte, derrière, elle se passe avec un outil, une bibliothèque logicielle qui s'appelle Kraken, qui fournit des outils d'analyse de mise en page et de reconnaissance du texte fondés sur de l'apprentissage profond, et donc des outils qui sont développés par Ben Kisling dans le cadre un tour du projet Scripta PSL. Donc vous trouvez le code en ligne pour Kraken. Si vous êtes un peu familier de l'utilisation de bibliothèques avec le langage Python, c'est assez pas si compliqué que ça à utiliser. Alors, les approches d'analyse de mise en page, de quoi il s'agit? Il va s'agir donc, de reconnaître les zones de texte, les colonnes, les lignes, éventuellement de différencier les colonnes de texte des zones d'enluminure, par exemple, d'images, de lettrines, de notation musicale, de mathématiques, de tables astrologiques, ou que sais-je encore. Euh, on s'oriente dans cette catégorie pour résoudre cette question vers des approches là aussi de plus en plus d'apprentissage machine, notamment dans le cadre de Kraken, où donc de la même manière, un réseau de neurones va devoir apprendre à définir des zones et puis éventuellement à les typer. Et donc on va dire ici, on a une colonne de texte qui va de tel endroit à tel endroit sur l'image, et puis ici, on a une ligne et ainsi de suite. Donc là, c'est un autre exemple, c'est un légendier français du XIIIe siècle, donc c'est un manuscrit de vie de saint. Et donc, vous voyez, on a appliqué un modèle d'analyse de mise en page. Et donc, vous voyez que ça marche, mais pas parfaitement. Notamment, sur l'enluminure, on voit qu'il y a des choses qui ont été prises pour du texte, alors qu'elles n'en sont pas. Que le typage des zones n'est pas vraiment actif pour le moment. Donc, vous voyez, si vous voyez à gauche, au-dessus de l'enluminure, on a deux lignes en rouge qui sont une rubrique, pardon, qui nous disent si commence le crucifiement Saint-Pierre l'apôtre. Et donc qui ne sont pas distingués du reste du flux de texte. Et à droite, vous avez de la même manière un morceau de ligne qui a été raté à la reconnaissance de la mise en page, ainsi de suite. Donc, de plus en plus, ces méthodes progressent, mais elles génèrent encore du bruit elles peuvent encore générer du bruit ou de l'erreur. Là, ce sont une série d'exemples que je tire d'une présentation faite avec des collègues, donc Ariane Pinch et Thibaut Cléris, dans un projet d'analyse stylométrique pour lequel on avait dû créer nous-mêmes les données à partir du manuscrit et donc passer par cette phase de reconnaissance de la mise en page, de prédiction du texte, de normalisation, lématisation et ainsi de suite. Alors, comment ça fonctionne? Peut-être pour dire un mot techniquement de comment fonctionnent ces algorithmes de prédiction du texte. Concrètement, on va essayer, donc on va utiliser un réseau de neurones pour transformer de l'information qui est de l'ordre de l'image en une information qui est de l'ordre du texte. La manière dont ça procède, de manière je veux dire traditionnelle, mais la manière dont ces outils qui ont des approches dites non segmentées fonctionnent,
On va commencer par extraire l'image de la ligne qu'on a reconnue à l'étape précédente grâce à l'analyse de la segmentation. Et puis ensuite, on va normaliser la hauteur de cette ligne, donc pour qu'elle fasse par exemple, mettons 32 pixels de haut, donc une hauteur normalisée. Et on va faire glisser une fenêtre de 32 pixels de haut et 1 pixel de large sur la ligne progressivement. Et ça va nous fournir une information qu'on va pouvoir envoyer dans un réseau de neurones. Donc, par exemple, sur le début de sur mon premier pixel de ma ligne, peut-être que j'ai 4 pixels qui sont blancs, puis 3 pixels qui sont noirs, puis 5 pixels qui sont blancs, puis 10 pixels qui sont noirs. Et donc ça va me donner une série de 0 et de 1, donc que les pixels soient blancs ou noirs, que je vais envoyer à un réseau de neurones. Et donc il va se passer toutes sortes d'opérations mathématiques, des additions, des multiplications, des fonctions, avec des poids qui vont s'ajuster progressivement. Et en sortie, j'ai une série de classes, lettre A, lettre B, lettre C, et selon le score que va me renvoyer mes opérations mathématiques, eh ben, je vais dire, c'est la lettre, enfin plutôt le réseau va dire, c'est la lettre A, c'est la lettre B, c'est la lettre C, et ainsi de suite. Donc pour en arriver à ça, on passe par une phase d'entraînement. On va commencer par, si on n'a pas de modèle, par transcrire pour produire une vérité de terrain. Donc mettons une trentaine de feuillets transcrits du manuscrit qu'on étudie. Ces trentaines de feuillets, on va s'en servir pour entraîner le réseau de neurones. Donc on va lui apprendre à lire. On va tester les résultats qu'on a obtenus. Et s'ils ne sont pas encore suffisamment bons, eh ben, on va se servir de ce premier modèle pour retranscrire quelques 30 feuillets supplémentaires. Donc on va prédire le texte et puis on va le corriger. On va accroître ce réservoir de vérité de terrain jusqu'à parvenir à un modèle qui nous satisfasse. Donc là, c'est un exemple qui commence à dater, mais d'un entraînement que j'avais fait sur le Roland d'Oxford, donc sur le manuscrit d'Oxford de la chanson de Roland, une chanson de geste de la fin du XIe siècle. Et alors, on voit le taux d'erreur caractère à gauche, c'est-à-dire le pourcentage de caractères faux dans la prédiction. Et en bas, on a le nombre d'itérations en milliers, c'est-à-dire le nombre de fois où le modèle a essayé de lire une ligne et essayé de se corriger s'il n'y était pas arrivé. Et donc on voit au bout de 1000 itérations, on est encore à 70% d'erreurs, puis à un moment on progresse très vite et on baisse jusqu'à aux alentours de 10% d'erreurs. Et puis après, comme on a assez peu de données, le modèle commence à plafonner et ces résultats, on a un long plateau, on aplatit la courbe si j'ose dire, et on reste à 10% de taux d'erreur. Alors, ceci dit, avec ces méthodes, des taux d'erreur caractère, donc ce qu'on appelle CER en anglais, Character Error Rate, de l'ordre de 1% sont atteignables. Pour de l'imprimé, même moins. Pour du manuscrit, on arrive à des taux inférieurs à 5% maintenant. Je ne vais pas dire facilement, mais on peut y arriver sans trop de difficultés dès lors qu'on a suffisamment de données d'entraînement. On va voir 4%, 3%, 2% dans les meilleurs cas. Donc, autre exemple, toujours tiré de ce projet avec mes collègues Ariane Pinch et Thibaut Cléris, donc un travail fait sur Retour sur ce légendier français 412. On avait 271 colonnes de données d'entraînement qui étaient disponibles, transcrites par Ariane, qui est l'experte de ce manuscrit dans le groupe. On avait pu, avec ça, entraîner un modèle avec différents algorithmes et arriver à des taux d'erreur caractère qui sont de l'ordre de 2 à 5%, ce que vous avez dans la colonne test à droite. À côté de ça, on a voulu faire une autre expérience qui a consisté à demander à des étudiants de transcrire quelques feuillets du manuscrit. Étudiants qui n'étaient pas tous spécialistes, loin de là. Et puis, on leur a donné des consignes sur comment transcrire, mais ils les ont plus ou moins suivies et de manière plus ou moins homogène. Et on se rend compte que si on teste notre modèle qu'on le compare aux transcriptions des étudiants, tout d'un coup, le décalage s'accroît beaucoup. Alors, soit parce que les étudiants ont été très créatifs dans leur manière de transcrire, soit aussi parce qu'on leur a donné d'autres feuillets du manuscrit qui n'ont pas encore été, font pas partie de la partie qui a été vue par le modèle. Et donc, du coup, on perd pas mal de qualité des résultats, de précision des résultats, dès lors qu'on compare à ce qui a été fait par les étudiants. En tout cas, de manière, je veux dire, faciale, on a l'impression qu'on perd beaucoup de qualité du résultat. Donc, autrement dit, la généralisation d'un modèle entraîné sur un manuscrit à d'autres passages, à un manuscrit voisin, ou voilà, n'est pas encore quelque chose de complètement évident ou trivial.
Alors les types d'erreurs qu'on rencontre, simplement pour terminer avec ça, ça va dépendre bien sûr du modèle et de voilà, mais assez souvent, un type d'erreur assez fréquent dans les manuscrits anciens, c'est l'espacement. Parce que l'espace dans le manuscrit médiéval ne correspond pas vraiment à un système binaire, présence-absence d'espace tel qu'on peut l'avoir de manière typographique moderne, et puis des erreurs sur les jambages, les ligatures, et ainsi de suite. Alors, comme j'ai déjà été assez long sur la partie reconnaissance des écritures, je vais peut-être passer plus rapidement sur les questions d'acquisition d'analyse paléographique, euh, simplement pour vous dire qu'on peut réaliser différents types de transcriptions, euh, notamment des transcriptions soit normalisées, qui vont moderniser l'orthographe, qui vont moderniser le texte et le rendre conforme, mettons, à la pratique contemporaine, soit des transcriptions qu'on peut dire graphématiques, qui préservent l'orthographe ancienne, mais qui suppriment de l'information paléographique, soit des transcriptions d'ordre allographétique même, où on peut aller jusqu'à un niveau où on va enregistrer les variantes de forme des lettres, le A rond, le A à boucle, le A avec une crosse ouverte, le S long, le S rond, le R rond, et ainsi de suite. On peut aussi essayer d'enregistrer la segmentation médiévale, ce qui n'est pas forcément évident non plus. Catégoriser les variations de forme des lettres, tout ça est possible pour faire des analyses paléographiques, mais ça pose des questions de modélisation, de quel type de variantes j'enregistre, comment je les représente, et ainsi de suite. Un exemple d'encodage XML possible d'une transcription paléographique avec différentes couches dans lequel on enregistre à la fois une version allographétique et puis une version graphématique, qui peut donner ensuite une vue comme celle-ci, avec un bouton qui permet de passer de l'un à l'autre type de transcription. Donc là, vous avez la vue allographétique, où on voit qu'on a des variantes de forme qui sont enregistrées, le D rond, le S long. Donc la première ligne, vous avez qui volt oír chanson de beau semblante. Alors on voit des signes abréviatifs, comme des tildes, qui sont là, et puis des variantes de forme des lettres. On peut s'en servir aussi pour faire de l'analyse de données paléographiques, essayer de distinguer les scribes. L'idée étant qu'on va pouvoir, par exemple, essayer de savoir pourquoi tel scribe utilise telle variante de forme des lettres. Ce sont des critères, par exemple, positionnels. Vous avez une analyse ici en bas à gauche qui, pour un scribe, vous montre la corrélation entre l'utilisation du R de la capitale, donc ce qu'on appellerait maintenant le R majuscule, et des positions dans le mot. Donc le R majuscule en fin de mot et en fin de vers. C'est principalement à ces positions-là que le scribe les utilise. Donc c'est un scribe d'un manuscrit du XIIe siècle, et pour lui, la capitale, c'est une manière de marquer la fin des mots ou la fin des vers, éventuellement aussi le début des mots et le début des vers, mais c'est un peu moins net que les fins de mots et fins de vers. Et opposé à ça, vous avez les autres formes, le R rond et le R droit, qui sont utilisés en position interne des mots. Et à côté de ça, on peut faire des analyses à plus grande échelle pour essayer de faire du partitionnement, de la classification, déterminer quels sont les clusters de feuillets qui fonctionnent ensemble. Donc vous avez une type d'analyse comme ça en bas à gauche avec ce qu'on appelle un dendrogramme, c'est-à-dire une représentation arborée du partitionnement des clusters. Donc on voit qu'on a deux très gros clusters qui s'opposent, et puis qu'on a à l'intérieur des subdivisions entre, on va dire, 3 à 4 clusters différents, qui correspondent en fait aux différentes mains d'un manuscrit à partir de l'analyse des allographes. Et ce que vous avez à gauche ici, c'est le même genre d'analyse, mais faite sur à plus grande échelle, sur plusieurs manuscrits. On a essayé de voir si on arrivait à une projection un peu d'ordre chronologique grâce à ce type d'analyse sur les manuscrits. Alors voilà, ça c'est pour ma première partie. Je vais en venir à la deuxième sur maintenant les normalisations. Donc en deux points, je vais surtout revenir sur le premier, je pense, hein, vu que le temps en plus commence à s'écouler, la question de la normalisation et des enrichissements linguistiques. Alors de quoi s'agit-il? Il va s'agir d'associer à chaque occurrence d'un texte source des formes normalisées ou des informations linguistiques
qui vont permettre d'en faciliter l'interrogation, l'étude et toutes sortes d'opérations qu'on veut réaliser sur les textes. De manière assez régulière, ce qu'on cherche à faire, c'est une lemmatisation, c'est-à-dire d'associer à chaque occurrence une forme, à chaque occurrence dans un texte, une forme canonique qu'on appelle un lemme, donc qui est la forme de référence d'un lexème, si vous voulez. En grosso modo, c'est l'entrée de dictionnaire dans laquelle vont être regroupées toutes les formes d'un lexème. Donc, par exemple, pour le verbe aimer, eh bien, le lemme, c'est aimer à l'infinitif, aimer, qui va permettre de regrouper toutes les formes du type aimera, mr, aimer, aimer EES, et ainsi de suite. Des informations morphosyntaxiques qu'on peut ajouter également, donc, notamment ce qu'on appelle les parties du discours, ou les catégories morphosyntaxiques. En anglais, on parle de part of speech, partie du discours, donc le terme de POS. Et puis des marqueurs de flexion. Par exemple, pour dire, on a ici un cas sujet, un cas régime, une troisième personne du pluriel, un futur, que sais-je encore. Alors ça a de nombreux intérêts, je ne reste pas trop longtemps là-dessus, mais ça permet d'accroître la rigueur du travail éditorial, effectivement, notamment en termes de résolution des abréviations. Ça permet de faire toutes sortes d'analyses systématiques possibles. Et ça permet aussi de forcer l'éditeur à être bien clair sur son interprétation d'un texte, en décidant de que signifie chaque mot, quelle est sa forme et comment on peut l'interpréter, ce qui rend son interprétation d'un texte accessible et réfutable par un tiers. Donc là encore, on a travaillé sur le cas de l'ancien français de l'occitan, ancien occitan, avec un choix de référentiel qui est une des premières étapes quand on se lance dans un projet de lemmatisation, c'est-à-dire de choisir quelle liste de lemmes on utilise, quelle liste d'étiquettes de partie du discours, et éventuellement quelle liste d'étiquettes syntaxiques si on veut ajouter des étiquettes syntaxiques. Dans notre cas, on a utilisé le Lat-Französisches Wörterbuch de Tobler-Lomatch pour les lemmes, en le complétant en cas de besoin, et puis les étiquettes CATEX, qui sont celles de la base de français médiéval. Et donc concrètement, le but c'est d'arriver à quelque chose comme ceci. Donc à gauche, vous avez le texte. Wir revenir Allemann se beiver, se loerances as courageous fiers. Qu'il vient venir allemand et bavarois et lorrain, ceux au tempérament rude, oui, au tempérament fier. Vous avez ensuite la colonne des lemmes. Donc, premier mot de l'occurrence du lemme the where, donc voir, puis venir, allemand, la conjonction de coordination et ainsi de suite. Une colonne de partie du discours, donc verbe conjugué, puis verbe infinitif, nom propre, conjonction de coordination, nom propre, conjonction de coordination, nom propre, pronom démonstratif, et ainsi de suite. Et puis une colonne de morphologie, donc indicatif, passé simple, troisième personne du pluriel, allemand, donc pluriel masculin, cas régime, et ainsi de suite. On peut aussi représenter ça sous forme d'un encodage XML ou XML TEI, donc c'est la même chose, mais dans une structuration XML que vous avez ici. Alors, comme on a la note, on peut le faire à la main, bien sûr. Le problème, c'est qu'un texte a beaucoup de mots. En fait, on s'en rend pas forcément compte en les lisant, mais même un texte court a facilement 15 000 ou 30 000 mots. Enfin, vous vous rendez peut-être compte quand vous écrivez des articles et qu'on vous dit de faire un article en 5 000 mots, ce qui en fait est finalement assez peu. Ou avec un lemmatiseur, donc un outil de notation automatique. Et là encore, on va retomber sur nos intelligences artificielles, nos réseaux de neurones qu'on va devoir entraîner pour produire des annotations. Alors pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que quand on travaille sur des textes anciens, on a souvent beaucoup de variations graphiques. Et on a souvent une orthographe qui n'est pas aussi normalisée, modernisée que l'orthographe actuelle. Pour l'ancien français, par exemple, il y a beaucoup de manières d'écrire cheval. C'est un exemple parmi d'autres, mais à l'intérieur d'un même corpus qui est le nouveau corpus d'Amsterdam dans ce contexte-là, si on cherche toutes les occurrences, toutes les formes de cheval, on tombe sur 36 graphies différentes. Cheval avec qui sont des variantes qui peuvent être d'ordre dialectal ou de variation dans le temps ou d'habitude de connotation des scribes et ainsi de suite. Et donc on a parfois cheval avec CH, parfois queval avec un K, notamment dans un texte picard ou normand. On peut avoir queval même QU, queval avec un C, tseval avec un C et ainsi de suite.
Après, on peut avoir cheval avec un E ou chival avec un I. Pourquoi pas même chaval avec un A dans certains cas. Ensuite, on peut avoir un U ou un V selon que le texte a été, enfin, selon que la distinction a été faite ou pas. Ensuite, au niveau de la terminaison, ça peut être en dehors même du singulier ou du pluriel, l'arrivée du S peut faire naître toutes sortes de variations. Donc on a des al, des als, des aus, des yaus, des au, des aux, des ax, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on a déjà 36 graphies différentes. Mais en fait, vous vous rendez compte que pas mal de ces graphies sont en occurrence uniques. Et donc, en fait, ce qui se passerait si on rajoutait un autre texte au corpus, il y a déjà 300 textes, mettons on en rajoute un 301e, ben, potentiellement on a deux, trois autres nouvelles manières d'écrire cheval qui vont apparaître dans le tableau. On n'est jamais sûr d'avoir une liste complète de toutes les manières possibles d'écrire cheval en ancien français, du moins tant qu'on n'a pas regardé dans tous les textes qu'on est sous la main, on est conservé. Ça, c'est le premier point. Après, il y a des questions du coup de désambiguïsation qui sont des questions importantes aussi, parce que quand on a tellement de variations graphiques, eh ben, ça multiplie les télescopages, si vous voulez, les rencontres fortuites entre différents mots, différents lexèmes. Par exemple, les manières d'écrire cheval vont se télescoper avec des manières d'écrire chevel, qui veut dire les cheveux hein, qu'on a sur le crâne. Euh, et donc, dans un cas, vous allez euh, pouvoir trouver des formes de Tschewaus ou Tcheviaus qui désignent le cheval, et puis dans notre cas, ça va parler des cheveux. Donc comment est-ce que vous faites la différence? Bah, si vous êtes un humain, quand vous savez que si on vous dit monter est Tchevaus, et donc ils montèrent sur leurs chevaux, a priori c'est plutôt des chevaux, et que si c'est blond Tcheviaus, c'est plutôt des cheveux, c'est blonds cheveux, plutôt que c'est blonds chevaux. Euh, mais c'est le contexte en fait qui vous permet de le déterminer. Donc il faut essayer de faire passer cette perception du contexte à la machine pour qu'elle apprenne elle aussi à faire la différence. Euh, et donc, en ancien français, on a beaucoup de cas comme ça d'homographie de différents lexèmes, enfin des formes de différents lexèmes, mais même parmi les formes canoniques, même parmi les lemmes, on a de l'homographie. Par exemple, son, SON, ça peut être quatre choses différentes. Ça peut être le sommet, ça peut être selon, ça peut être le son sonore, l'émission sonore, et ça peut être le possessif, son, ça, et ainsi de suite. Donc c'est déjà un gros boulot qu'on demande à une intelligence artificielle. Alors donc pour cette étape de notre chaîne de traitement, avec les collègues sur lesquels on a travaillé, donc les collègues que j'évoquais tout à l'heure, avec lesquels on a travaillé sur nos manuscrits français, euh, on a conçu différentes étapes qui ont recours à des outils d'intelligence artificielle. Une première étape que je mentionne en passant, qui est là pour moderniser la segmentation du texte. Donc, comme je disais, la segmentation médiévale n'est pas forcément la même que la segmentation moderne, donc on doit passer par une étape de resegmentation, donc réintroduire les blancs euh, au bon endroit dans notre texte. Là, à gauche, vous avez une sortie de reconnaissance optique des caractères, et à droite, vous avez ce que nous donne notre modèle comme redécoupage du contenu du texte. Donc parfois, il y arrive plutôt bien. Donc à leur vie, raconter et décrire, nous finirions déjà de prêchier et d'annoncer les saintes paroles. Et donc là, vous voyez, à l'heure a bien été redécoupé. Ne finirions a bien été redécoupé, y compris même sur deux lignes différentes. Par contre, il y a des choses qui ont été ratées. Le d'annoncer aurait dû être coupé en deux mots. Le long, l'apostrophe EN devrait être écrit ainsi, euh, etc. Mais dans l'ensemble, ça permet de resegmenter correctement et ensuite de passer par dénormalisation et de la lématisation. Donc c'est un peu la même démarche, donc je ne présente qu'une des deux. Et grosso modo, on fournit le texte, les occurrences, et puis ensuite on a entraîné un modèle, un réseau de neurones qui apprend à retrouver un lemme pour une occurrence donnée et un contexte donné. Et donc là, vous voyez l'entrée à gauche, la sortie à droite. Euh, et donc le modèle a bien reconnu que A, c'est une occurrence de A3, c'est-à-dire la préposition A. L'heure, c'est le déterminant possessif. Vie, VIES, c'est une occurrence de vie, donc du latin vita, donc la vie tout simplement. Euh, que finirions, c'est une occurrence du verbe finer, ou finir, on dirait en français contemporain, et ainsi de suite. Euh,
Alors, en général, c'est pas forcément parfait. Donc, si on veut avoir un texte parfaitement bien lématisé, on doit passer par une étape de post-correction. C'est là qu'on a un outil qui a été développé par un collègue à l'école des chartes qui s'appelle Thibaut Cléris. Il y a un outil qui s'appelle Pira, qui va permettre de post-corriger les résultats du modèle. Et donc, tout simplement, on va appliquer notre modèle neuronal à un texte il va nous sortir des prédictions. Et dans cette interface-là, on va pouvoir faire des corrections en série, des corrections par lot, pour arriver à une lématisation qui soit exacte. Alors, je ne vais pas détailler la manière dont fonctionnent la manière dont techniquement fonctionnent ces réseaux de neurones. Pour le dire en un mot, concrètement, je vais peut-être revenir sur la diapo qui présentait les différents problèmes euh, pour faire ça. Donc, en quelques mots, là encore, on va devoir pas se fournir une information sous forme de chiffres à un réseau de neurones pour qu'en sortie, ils nous fournissent une autre information chiffrée qu'on va reconvertir ensuite en une prédiction de lemme ou d'étiquette morphosyntaxique et ainsi de suite. Alors, il y a différentes manières de procéder pour ça. Et en général, on va procéder à une vectorisation, soit des mots, soit des lettres individuellement de chaque mot, en fonction des contextes dans lesquels elles apparaissent. Euh, on va transformer chaque lettre en un vecteur de nombres qui vont être fournis à un réseau de neurones qui va réaliser toutes sortes d'opérations. Et puis en sortie, il va renvoyer d'autres vecteurs qui vont être retraduits ensuite en lettres ou en mots, et donc qui vont permettre de créer les lemmes. Et entre les deux, il se passe toutes sortes d'opérations, des multiplications, des fonctions et ainsi de suite, qu'on entraîne pour arriver au résultat le plus correct possible. Alors je passe sur les questions euh, de description linguistique, simplement c'était une illustration parmi d'autres de l'intérêt de la lématisation, c'est qu'elle vous permet d'extraire automatiquement des occurrences, et puis ensuite d'essayer de savoir, à partir de ces comptages automatiques, si votre texte, il vient de Wallonie, de Lorraine, du Poitou ou d'Angleterre, grâce à des études dialectométriques ou scriptométriques. Donc voilà, faire de la cartographie, des occurrences, ce genre de choses. Et donc j'en viens pour les 10 minutes qui restent à mon dernier point, qui est celui de la collation et de l'analyse stématologique. Alors, et surtout peut-être pas me concentrer sur la partie de collation assistée par ordinateur. Donc de quoi s'agit-il? Et ça va s'agir d'aligner différentes versions, différents témoins d'un même texte, d'une même œuvre. Donc, je donne quelques définitions de ce qu'est la collation, d'après Frédéric Duval dans les mots d'édition de texte. La collation, c'est la comparaison des leçons de deux témoins ou plus. Donc, par exemple, vous étudiez, que sais-je, la chanson de Roland, mettons, vous avez un manuscrit qui est le Roland d'Oxford, vous avez un autre manuscrit qui est le Roland, manuscrit de Venise, numéro Venise 4. Ils n'ont pas forcément le même texte partout, ils ont ce qu'on appelle des variantes, et donc vous allez essayer de recenser toutes ces variantes. Donc, dans une démarche d'édition critique, c'est la phase qui vient après la recension des manuscrits et puis qui vient avant le classement des manuscrits, l'établissement d'un stemma, d'une généalogie, et puis ensuite l'établissement d'un texte critique par la comparaison des variantes des différents témoins. Alors, le processus concrètement, c'est qu'on part à un endroit donné d'une série de textes qui sont concurrents dans les différents manuscrits. Donc là, vous avez les manuscrits A, B, D, H, I, J, O d'un texte, qui peu importe, mais c'est le bestiaire d'amour. Donc c'est un bestiaire un bestiaire courtois dans lequel on évoque différents animaux et puis on raconte sur chaque animal des récits de connaissances, on va dire, euh, naturelles sur chacun de ces animaux et puis on rapporte ça à une question d'amour. Donc par exemple, on va évoquer le loup. On évoque le fait que quand le loup voit quelqu'un, quand quelqu'un voit le loup, avant d'être vu par le loup, c'est le loup qui va avoir peur et s'enfuir. Et puis on met ça en regard avec le fait que si on aime quelqu'un, mais qu'elle le sait avant qu'on sache qu'elle nous aime, ben, c'est elle qui va avoir l'avantage, et ainsi de suite. Donc en gros, voilà simplement pour l'anecdote, le texte dont je vous parle ici. Et donc là, on évoque, c'est au milieu d'une de ces anecdotes, si on peut dire,
et on évoque une propriété qui demeure dans le cœur. En tout cas, c'est ce que disent la plupart des manuscrits comme A, H et I et J. On vous dit quelque chose, man tel cœur, donc demeure dans le cœur. Donc on vous dit des fois el cœur, donc ça veut dire en le cœur, et des fois on vous dit juste en cœur, sans l'article. Et puis il y a même carrément 3 autres manuscrits. Apparemment le cœur, ça leur a pas plu, donc ils disent asieus, qui veut dire dans les yeux, soit aux yeux ou dans les yeux. Donc en fait, on a deux grandes variantes qui s'opposent, soit les yeux, soit le cœur. Et puis à l'intérieur de ça, on a des manuscrits D qui a S Yeus, ça veut dire en les yeux, et OB qui ont A Yeus, ça veut dire aux yeux. Et de l'autre côté, on a Ment en cœur, sauf qu'on a deux manuscrits qui ont en le cœur et deux qui ont en cœur. Et puis on a un manuscrit qui rajoute et Ment en cœur, parce que voilà, c'est mieux avec et devant. Et donc à partir de ça, il va falloir essayer de réussir à faire un peu d'ordre, à aligner ces variantes et à produire ensuite une édition critique avec un apparat dans lequel vous allez pouvoir dire, alors le texte critique c'est main en cœur, c'est ça la bonne leçon que devait avoir le manuscrit, enfin le texte original. Par contre, on rencontre toutes ces variantes que je classe de telle et telle manière dans la tradition manuscrite. Donc la manière traditionnelle de faire, c'est de choisir un témoin de référence. Donc par exemple, je dis, je prends comme témoin de référence le manuscrit A, et puis je note à chaque fois qu'un manuscrit n'a pas le même texte que A, je note qu'il a une variante sur des grandes feuilles à carreaux, et puis ensuite je fais mon édition. L'approche computationnelle, c'est plutôt de transcrire éventuellement automatiquement tous les manuscrits, les normaliser, pourquoi pas avec de la lématisation, et ensuite aligner automatiquement, autant que possible, les différents textes. Alors, ça a des inconvénients parce que c'est plus long, peut-être plus lourd à faire et un peu complexe. Par contre, ça a l'avantage que c'est transparent, que aucune information n'est perdue et qu'on peut à la fois consulter le texte de chaque manuscrit et tous les alignements qui ont été faits et l'édition critique. Donc, on a beaucoup plus de données en fait qui sont fournies. Alors, le problème qu'on a pour les textes français médiévaux, c'est qu'on a beaucoup de variantes, y compris des variantes, on peut appeler ce que certains philologues italiens, notamment Alberto Varao, appelaient une tradizione attiva, c'est-à-dire une tradition active. Autrement dit, les scribes aiment bien réécrire parce qu'on n'est pas dans des textes très importants, dotés d'une très grande autorité, comme le seraient des textes religieux très importants, mais on est sur des textes qui ont plutôt trait à une littérature de loisirs avec une autorité un peu importante. C'est pas du latin, c'est du français, donc c'est même d'un point de vue linguistique, c'est pas c'est moins canonique si on peut dire. Euh, et donc les variantes elles peuvent être très importantes. Exemple, dans la chanson de Tinel, on évoque la trahison de Ganelon à Roncevaux. Dans un manuscrit, on n'a que Gens les trahit od la salvage gens, et dans l'autre manuscrit, on a que li fel Gens le cuvers sodiant les ivandi se sève liocan, sel jour meisme qu'il fut le combattant. On a trois vers à la place d'un seul. Donc ça, c'est quand même assez important comme type de variation. Et puis dans l'autre exemple, le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, eh bien, on a sur ce vers-là, on va avoir des manuscrits qui vont avoir quelque chose comme que toujours durera le renom, que toujours vivra leur nom, et ainsi de suite. Et on a toutes sortes de variations. Sur chaque partie du vers, vous avez un manuscrit au moins qui a quelque chose de différent des autres. Donc ça complique un peu la tâche. Et puis il y a cette difficulté des variations graphiques que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que même des séquences qui sont identiques sur le fond peuvent être variables dans la forme. Donc là, par exemple, on a à droite trois manières d'écrire tombe du choix, enfin chier du douffeur, ça veut dire tombe du fourreau. Et ben, selon qu'on soit dans un manuscrit du centre de la France, on va avoir chier, C-H-I-E-T. Si on est dans un manuscrit du nord, on va avoir caït ou quiet avec un C ou un K. Et puis, on peut avoir du, on peut avoir dou, on peut avoir del. Et puis, feur, on peut l'écrire UE ou EU avec un R ou avec deux, et ainsi de suite. Alors pour résoudre ça, on a travaillé avec d'autres collègues, donc Lucence Ing et Elena Spadini, à la production d'une petite chaîne de traitement modulaire qu'on a baptisée Falcon for Alignment, Lemmatization and Collation, donc qui est une chaîne qui vise à
faciliter la collation des textes, notamment des textes romans médiévaux, avec cette idée, alors j'en viens directement à cette démonstration, qu'on va passer par les étapes qu'on a déjà vues plutôt dans cette présentation, de normalisation, de pré-traitement, qui vont permettre de faciliter l'alignement des textes en utilisant ensuite des bibliothèques qui existent déjà, comme Collatex, qui permettent de faire de l'alignement de manuscrits. Donc en gros, on part des textes bruts, par exemple, qui sortent d'une reconnaissance optique des caractères. On va appliquer un modèle de lématisation qui va supprimer de la variation graphique en lématisant. Et ensuite, c'est sur la base de ces lemmes-ci qu'on va essayer d'aligner des paragraphes, donc détecter quel paragraphe va avec quel autre, et ensuite d'arriver à une collation au mot près qui va nous dire tel mot dans tel manuscrit correspond à tel mot dans tel autre manuscrit. Et une fois qu'on a ça, on peut même aller jusqu'à un étiquetage automatique des variantes. L'idée étant de distinguer des variantes qui sont des variantes purement d'orthographe, on dirait, des variantes graphiques, et d'autres types de variantes. Donc là, je vous ai mis quelques exemples du code. Donc simplement une interface en ligne de commande qui va vous permettre de lancer la collation entre différents témoins. En entrée, on peut fournir du TXT ou du XML TEI, et puis en sortie, on va avoir de l'XML avec de l'information linguistique et éventuellement un étiquetage des variantes. Alors après, l'étiquetage des variantes va dépendre de la typologie qu'on veut utiliser, mais par exemple, on peut distinguer automatiquement, grâce à la notation linguistique, des variantes qui sont des variantes purement graphiques, graphématiques, par exemple cheval avec un CH ou cheval avec un K, des variantes flexionnelles, finirait versus finira, ou MR versus MRON, des variantes plus morphosyntaxiques, donc des changements de catégorie grammaticale, et puis des variantes lexicales plus intéressantes, qui ont différents types, mais qui consistent à remplacer une occurrence d'un lemme par un autre. Donc tel manuscrit à chevalier ou à cœur, et tel autre manuscrit à yeux, par exemple, ou œil, plus exactement. Et ajouter cette information ensuite au fichier. Alors, simplement, pour vous terminer en disant que ça ne s'arrête pas là, on peut ensuite utiliser ce type d'information pour essayer de reconstituer les liens qu'entretiennent les manuscrits entre eux. Et pour ça, avec encore un autre, donc tout simplement partir de ces variantes qu'on a alignées, une variante de tout à l'heure, Essieus, Maintanker, etc., pour essayer de reconstruire la généalogie des manuscrits et les étapes manquantes dans cet enchaînement de copies et de transmission des textes. Et pour faire ça, on peut aussi le faire à l'aide d'outils algorithmiques. Avec un collègue, on a proposé une méthode qui est implémentée sous forme d'un module pour le langage statistique R. Donc, un module qui s'appelle Stematology, avec un Y, et qui vous permet de générer à partir d'un encodage XML ou tabulaire des variantes. Donc, un encodage par exemple XML, comme on l'a vu tout à l'heure, de générer une table de variantes qui va servir à une analyse qui va permettre normalement à la fin, alors j'arrive directement à la fin, de créer un ou plusieurs arbres qui sont censés représenter l'enchaînement des manuscrits. Donc ici un exemple, encore une fois tiré du Bestiaire d'amour de Richard de Fournival. Et on peut, après, ça c'est un peu plus expérimental, mais peu importe. Et donc là, on voit un graphe qui est censé représenter les liens entre les manuscrits, les différents témoins, les liens en jaune, enfin orange étant les manuscrits conservés, et puis les liens gris étant les étapes virtuelles que l'algorithme suppose pour pouvoir expliquer les liens des manuscrits entre eux. Et sur ce, je vois que mon temps est écoulé, donc je pense que c'est peut-être le bon moment de vous laisser la parole pour des questions. N'hésitez pas si vous voulez que je revienne à tel ou tel aspect de la présentation.